En l'espace d'une vingtaine d'années, le mur d'image, c'est le terme que j'emploierai à défaut d'un autre, plus adéquat, ou en dépit d'une dénomination consacrée, a trouvé une place privilégiée au sein de la fiction cinématographique et télévisuelle. Le développement récent d'un tel dispositif, le plus souvent associé à la mise en lumière d'un processus d'investigation, se vaut autant l'outil d'illustration de la complexité des enjeux propres au travail de réflexion intellectuelle que le reflet d'une narration sophistiquée, pleinement ancrée dans l'ère des réseaux dans laquelle nous nous trouvons. La diversité des documents, aussi bien visuels que textuels, que l'on retrouve épinglés au mur, permettent de relever à quel point le dispositif est hétéroclite et hybride, à la croisée de différentes cultures de visualisation, telles que le panneau d'affichage traditionnel, comme par exemple le support à lettres ou la paroi d'un frigo, le storyboard, ou encore les systèmes multimédia ou hypermédial plus récents comme la projection multi-écran dans l'expanded cinema ou le bureau d'un écran d'ordinateur. La nature hybride des éléments constitutifs du mur d'image montre l'impossibilité d'inscrire le dispositif dans une catégorie ou une autre. Le mur d'image n'est ni un simple panneau d'affichage, ni une projection lumineuse, ni un écran numérique, et pourtant il emprunte à chacun leurs propriétés, sinon leurs traits spécifiques. La fonction du mur d'image doit se comprendre donc à travers les traits communs qu'il partage, notamment dans sa fonction de mise en lumière, à la fois littérale ou même plutôt métaphorique, d'un sujet pensant en train d'enquêter, raisonner, traiter des données, comme c'est le cas dans Prison Break pour elle et son remake américain The Next 3 Days. Le mur d'image est donc un dispositif d'investigation désigné dans la langue anglaise par le terme de caseboard. Cet outil de recherche et de réflexion est tout autant spéculatif, illustratif que performatif. Il a comme dénominateur commun, dans tous les exemples en question, une dimension éminemment projective ou proleptique. En effet, l'Armée des 12 singes, Minority Report ou Flash Forward sont clairement des fictions oraculaires mettant en scène une prédiction sur laquelle les protagonistes principaux tentent de faire la lumière, tandis que dans Prison Break, pour elle et The Next 3 Days, les fictions dans lesquelles les héros sont mis en scène sont le lieu de la projection de leur propre destin sur ce mur d'image. Évolutif et mobile, le support de projection peut recevoir une multitude d'images et de documents mis en relation au gré des besoins et selon des configurations qui seront le lieu de comparaison, superposition et chevauchement divers au fil de l'investigation. Si, comme on l'a déjà affirmé, le principe de projection ne doit pas être considéré selon des schémas traditionnels, il n'en demeure pas moins que la question de mise en lumière tisse la trame de l'ensemble des fictions en question. Sous-jacente au principe même de l'investigation, où il s'agit de faire la lumière sur un problème quel qu'il soit, la métaphore lumineuse s'exprime dans des mises en scène où la présence de lampes semble faire système, soulignant les enjeux auxquels sont confrontés les protagonistes principaux, trouver une solution à un problème auquel ils sont confrontés. Mais c'est probablement dans Minority Report que la métaphore lumineuse et les principes de projection, dans tous les sens du terme, sont les plus manifestes. La lumière blafarde qui parcourt l'ensemble du film n'est pas seulement une manière d'inscrire l'œuvre dans un univers néo-noir, mais bien aussi et surtout de jouer sur les ambiguïtés que le récit de prédiction criminelle ne cesse de soulever. En effet, le programme pré-crime, qui se veut un système de prévention criminelle basé sur des visions qu'on aurait les précognitifs, se révèle être bien moins transparent et dénué de défauts qu'il n'y paraît. Il comporte bien des zones d'ombre. Dans ce monde virtuel,
où la lumière semble être déjà faite sur des crimes qui ne seront pas perpétrés, la réalité est bien problématique. Les criminels sont mis à l'ombre avant même d'avoir commis leur forfait, momifiés dans une léthargie crépusculaire et veillés par une lanterne enfantine dont l'omnisciente projection, en apparence anodine, cache le caractère éminemment disciplinaire du système panoptique dont l'ensemble de la société est sujette. Dans un tel contexte, il semble dès lors tout naturel que la projection constitue le mode majeur. Les écrans numériques ont une luminescence scintillante dont la source de projection demeure étrangement mystérieuse, voire magique, à l'instar des pouvoirs de prédiction des précognitifs Agatha, Dashiell et Arthur. Le monde dans lequel évolue John Anderton est lui aussi marqué par la virtualité d'une réalité paradoxalement insaisissable, à l'image de l'univers domestique de son mentor, Lamar Burgess, le fondateur de Pré-Crime, qui a tué afin de ne pas compromettre la fiabilité du système dont il est l'auteur. Cet univers domestique est marqué par un funeste contraste d'ombre et de lumière projetée. Le monde que s'est projeté Anderton s'inscrit dans une réalité toujours évanescente, comme celle de son fils disparu et de sa femme dont il est séparé, qu'il fait tous deux revivre dans des projections holographiques. Si, d'un côté, le mur d'images sert à souligner la toute-puissance disciplinaire du système de prévention criminelle, de l'autre, la projection sert à mettre en lumière son intrinsèque fragilité. Il reste pourtant à noter que la projection hyper-technologique du travail d'investigation que nous propose Steven Spielberg contraste de façon criante au caractère bricolé des surfaces hypermédiales que l'on retrouve dans les autres fictions. Ce n'est pas seulement parce qu'une partie d'entre elles se déroule dans le présent, mais plutôt parce qu'elles mettent en lumière d'autres aspects propres à la projection mentale. La résolution d'un problème, dans le cas de Flash Forward, Prison Break, Pour elle et The Next 3 Days, se comprend essentiellement comme un travail mental dont la visualisation se déroule à travers un dispositif qui s'apparente plus au panneau d'affichage. Là encore, le support constitue un équivalent vertical, monumental, tabulaire, dynamique et visuel du traditionnel carnet de notes cher aux détectives classiques. Au lieu d'être un support horizontal et essentiellement scripturaire, le mur d'images emprunte à la projection son caractère monumental et vertical. Comme l'indique la parenté scénaristique de Prison Break, Pour elle et son remake américain The Next 3 Days, les héros décident d'élaborer un plan d'évasion parce que, respectivement, leurs frères et leurs conjoints ont été incarcérés à tort. Le projet prend ainsi forme sur les murs de leur appartement, suivant, là encore, de façon augmentée et élargie, les recettes de mind mapping popularisées il y a une vingtaine d'années par Tony Buzan. À la grande différence du système d'exploitation et maximalisation des ressources intellectuelles préconisées par Buzan, les cartographies mentales, telles qu'elles apparaissent dans les fictions, sont délibérément déployées sous les yeux des spectateurs. Elles se déroulent en direct, comme s'il s'agissait d'une performance ou d'un cours public. La leçon de Tony Buzan ne fait pas seulement des émules dans le cadre extra-diégétique, elle s'inscrit aussi au sein même de la fiction de Cavaillé, puisqu'on voit Oscar, le fils de Julien Auclair, dessiner sur le mur de sa chambre une réplique naïve du plan initié par son père. Le projet d'évasion devant rester secret dans la fiction, tout l'enjeu réside donc à confiner la démarche dans un espace intérieur de la chambre. Pour en mesurer le caractère performatif, toutes les traces sont finalement effacées par les protagonistes, que cela soit aussi bien dans Pour elle ou The Next 3 Days.
Le mur d'image n'a pas vocation, dans ce cas, dans ces exemples, à être un spectacle. Il n'a pas pour vocation le caractère événementiel. Comme l'indique aussi l'iconographie des affiches du remake The Next 3 Days, sans parler du titre qui inscrit clairement l'intrigue dans le futur, qui la projette dans le futur, cette iconographie ne laisse aucun doute sur la nature du dispositif en tant qu'outil ou instrument de projection mentale dont l'enjeu consiste à projeter une action dans le futur. D'un côté, le mur d'image est à la fois le support et la matrice des projections mentales. Il rend visibles les démarches intérieures entreprises par les protagonistes principaux et constitue simultanément l'outil au travers duquel les protagonistes construisent leurs réflexions. Dans un cas, l'accent est mis sur la représentation du portrait de l'acteur Russell Crowe, vu de profil, sur lequel ou à travers duquel, comme projeté par une perspective accélérée, on le voit courir avec sa femme vers une porte de sortie. La présence d'une ligne diagonale amplifie aussi bien l'idée de fuite. Elle correspond en effet à la ligne de fuite de l'image perspective également, mais elle correspond aussi à celle d'une projection. Les traits de lumière diagonale venant en effet éclairer ce qu'il se trame dans la tête du protagoniste principal. Une autre version de l'affiche fait là encore du profil et du cerveau du protagoniste le théâtre des opérations. Un savant arrangement des photographies liées au plan d'évasion laisse voir les contours même du visage en 3/4 de John Brennan, et un regard plus attentif montre qu'il s'agit du storyboard de sa vie à venir, alors qu'à l'arrière-plan, la présence de cartes géographiques laisse comprendre que le carnet de route est avant tout une affaire mûrement réfléchie, une carte mentale. Comme dans l'affiche de l'adaptation cinématographique du Mystère de la Chambre jaune, celle de 1949 que l'on doit à Henry Esney, la mise en lumière de la sombre affaire de la Chambre jaune dans laquelle mademoiselle Stangerson a été agressée relève avant tout d'une maîtrise déductive. Le huis clos est le lieu du crime par excellence, dont la résolution, elle aussi à huis clos, est essentiellement une affaire de faculté mentale, comme l'indique l'inscription même de l'affaire dans la tête de Rouletabille. Si le mur d'image doit être vu comme un support de projection, c'est aussi parce qu'il étale, sous forme de prolepse, la trame narrative ou le storyboard des destins que se sont construits les protagonistes pour eux-mêmes et pour leurs proches. Les films Pour elle et The Next 3 Days reprennent, comme on l'a dit, les prémices scénaristiques de la série télévisée Prison Break. En s'y arrêtant un instant, on verra qu'une analyse plus approfondie des documents visuels assemblés par Michael Scofield en vue de sauver son frère de la peine capitale en le faisant échapper de la prison de Fox River montre qu'au-delà de la mise en image du plan de route, le mur d'image sert aussi de projection métaphorique. La présence de sculptures du Bernin, telles le David, et l'aîné et Anquise, ici un agrandissement, de la collection Borghese, ont pour vocation d'établir un appariement typologique, à l'exemple de la typologie biblique servant à tisser un lien entre le destin auquel Michael se prépare et des épisodes que l'on retrouve dans la Bible ou les mythes. À l'image des constructions typologiques médiévales, le destin projeté par Michael Scofield trouve ses préfigurations dans l'Énéide et l'Ancien Testament. Il se calque sur des histoires qui, en quelque sorte, portent en elles la promesse d'un accomplissement dans le destin que s'est tracé le héros.
tel David ou l'archange Michel qui orne son torse tatoué, le héros s'apprête à mener un combat disproportionné. Tel aîné, il va porter sa parenté, en l'occurrence son frère, et le sauver des dédales de Fort Trevor. Au-delà de ces allusions à des scénarios mythiques et bibliques, le mur d'images dans Prison Break doit se voir comme le storyboard de la série dans son ensemble, du moins pour les 2 premières saisons. Le dispositif est en quelque sorte une métaphore de la projection filmique, et ce, non pas uniquement sur le plan de l'esquisse d'un futur destin que l'on voit mis en œuvre sur le mur et qui sera ensuite inscrit littéralement à même la chair du héros, sur son tatouage, mais aussi par le truchement de sa mise en image dans les différents épisodes de la série. Comme dans Minority Report, l'ensemble de la série accumule les contrastes entre ombre et lumière, à commencer par la mise à l'ombre volontaire du héros lui-même. Ainsi, à la différence de Pour elle et The Next 3 Days, Michael Scofield projette un plan d'évasion qui passe par la casse-prison. L'intrigue va dès lors se nouer entre une mise en lumière progressive, des raisons qui l'ont mené à de tels extrêmes, tout en révélant les détails du complot dont son frère est la victime. Et on verra le retour à la lumière que symbolise l'évasion concluant la fin de la première saison de la série. Comme on doit le constater, cette mise en lumière des indices s'accompagne de procédés illuminant de façon littérale les indices tatoués sur le corps de Michael. Ici, un exemple parmi les nombreux qui jalonnent la première saison. Un indice permettant de saisir la dimension métafilmique de la série, au-delà du seul mur d'images, peut être appréhendé à travers les événements qui se déroulent lors du double épisode 6 et 7, intitulé Riot, Thrills and the Devil, traduit en français par Au cœur de l'enfer. Pour pouvoir faire le mur, Michael est amené à le détruire. Ainsi, afin d'avoir le temps suffisant pour mettre en œuvre son projet, celui de percer un mur qui rendra l'accès à la sortie plus aisé, Michael crée une émeute en coupant l'air conditionné de la prison. Pour détruire le mur, Michael Scofield décalque un motif de son tatouage sur une feuille transparente, le projette sur le mur dans l'espoir que les points de coordonnées calculés selon la loi de Hooke et une fois percés permettront la destruction facilitée du mur fragilisé. Le motif, on l'aura compris, est bien emprunté à l'imaginaire de la lanterne magique, dont l'iconographie, à l'exemple des planches du traité d'Athanasius Kircher, a exacerbé aussi bien la fascination que le maléfice de ses pouvoirs magiques. Dans un contexte fortement imprégné de symbolique religieuse, à commencer par le tatouage manichéen de Michael Scofield, opposant sur son torse et son dos l'archange Saint-Michel à Lucifer, une référence à l'imaginaire ambivalent des lanternes magiques ne pouvait qu'être très productive. Mais c'est aussi et surtout dans un contexte éminemment autoréflexif qu'une telle allusion prend toute sa dimension. Elle renforce, à l'instar du mur d'images, qui est, comme on l'a vu, le storyboard, autrement dit la maquette ou la matrice visuelle et narrative de la série, la volonté de ses concepteurs d'inscrire l'ensemble de la série dans un métadiscours sur la création filmique. D'une certaine manière, de projeteur, le héros devient projectionniste. La magie quelque peu diabolique de Prison Break, comme celle des films de Cavaillé et Paul Haggis, qui s'en inspirent fortement, réside essentiellement dans le fait que le scénario, ou plutôt le storyboard, est présenté plein champ et non hors champ. En cela, l'essentiel réside dans la question de la fiction comme un matériel projeté et préconstruit. Ceci est d'autant plus vrai dans Prison Break et les films Pour elle et The Next 3 Days, où les personnages principaux deviennent les auteurs de leur propre histoire. Le mur d'images vient nous rappeler les origines de la projection, à la fois cartographie mentale d'un script
à écrire et storyboard d'un film à projeter. Le support d'image mettant en lumière les arcanes de l'écriture les arcanes de l'écriture et de la construction filmique. On ne devra donc pas s'étonner qu'un tel dispositif occupe une place privilégiée dans le cadre des séries télévisées, dont le mode de production implique en effet l'élaboration d'une maquette, le pilote, dont la viabilité dépendra de la réception qui en sera faite. Les impératifs financiers étant particulièrement lourds, il devient dès lors essentiel pour les décideurs que les retombées projetées soient à la hauteur des investissements faits. Le destin de la série dépend donc essentiellement de son pilote, dans lequel sont potentiellement esquissés l'ensemble des épisodes projetés. Au risque d'avoir dépassé les limites même imposées par le sujet de ce colloque, en étendant la notion de projection à cette dimension plus métaphorique, plutôt que purement technique, en m'intéressant à la surface même sur laquelle différents types de projections peuvent être envisagés, j'espère avoir élargi un peu le faisceau de connexion qu'un tel dispositif ne manque pas de cécité. Comme on l'a vu, le mur d'image peut être vu comme le lieu d'une projection hybride, au même titre que les matériaux physiques qui l'accueillent, le plus souvent de manière mobile et temporaire. Je vous remercie de votre attention.